L'éthanol est une question qui revient souvent. Est-ce que c'est bien pour les moteurs? Est-ce que ça casse réellement? Parce qu'on sait que c'est bien moins cher et que c'est super intéressant pour nous. Dans cette vidéo, contrairement à toutes les autres qu'il y a sur Internet, on va voir réellement déjà ce qui est légal et pas parce que personne n'en parle. Est-ce que ça casse réellement les moteurs et qu'est-ce qui n'est pas bon avec l'éthanol? Donc moi je ne vais pas prendre parti, je vais vous montrer pourquoi et qui je suis pour parler de l'éthanol. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez enfin prendre votre décision. Est-ce que je reprogramme mon moteur, je mets un boîtier ou je ne mets jamais d'éthanol dedans? Avant toute chose, avant de savoir vraiment si l'éthanol ça casse les moteurs, si on doit les mettre dans son moteur ou pas, il faut savoir ce qui est légal et ce qui n'est pas légal. Alors, dans légal, j'entends que si vous avez un accident, peu importe l'accident que vous avez, même si l'expert il va au fin fond de votre voiture, vous êtes tranquille là-dessus, vous n'avez aucun risque. Ce qui est illégal, ce n'est pas que vous allez sortir dans la rue, on va vous faire un contrôle et c'est fini pour vous. Non, c'est dans le pire des cas, si jamais l'expert va jusqu'à vérifier votre réservoir ou autre, là vous êtes dans l'illégalité. Alors évidemment, dans ce qui est illégal, vous pouvez très bien avoir un accident, être ici, ici ou ici et n'avoir aucun souci et être assuré. La seule chose que je vous dis, c'est que si l'expert va jusque dans les détails, vous ne serez pas assuré ou vous pouvez ne pas être couvert par votre assurance. Voilà, c'est juste à savoir. Je ne dis pas que ça ou ça c'est le mieux, peu importe, on s'en fout, mais sachez juste que là c'est illégal. Alors, on va détailler ça. En premier, dans l'illégal, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les véhicules d'origine flexuelle. Donc ça va être noté sur votre carte grise. Voilà, vous allez avoir une case où vous allez avoir marqué ES pour l'essence. En deux, on retrouve quoi? Les boîtiers homologués. Alors attention, c'est pas parce que vous avez un boîtier homologué que votre véhicule est homologué avec le boîtier. Vous pouvez regarder sur le site de la NTS, il faut que la personne qui l'ait posé ait une certification. Il faut que le boîtier soit réellement homologué par l'État, donc il doit avoir une, je ne sais pas comment c'est, mais il doit avoir un papier en gros de l'État qui dit qu'il est bien homologué. Donc il faut avoir l'homologation en une. Il faut que la personne qui la pose soit certifiée en deux. Et en trois, vous avez un mois pour le noter sur votre carte grise avec l'ANTS. Voilà. Vous avez un mois pour le noter sur votre carte grise à l'ANTS. En dehors de ce délai-là, vous passez dans cette catégorie-là. Donc même s'il est homologué, eh ben, vous n'êtes pas couvert. Si la personne qui vous l'a posé n'était pas certifiée mais que c'était un boîtier homologué, vous n'êtes pas couvert. Et si vous ne l'avez pas noté sur votre carte grise, vous n'êtes toujours pas couvert. Donc voilà, pour être légal, il faut absolument rentrer dans ces deux colonnes. Dans l'illégal, qu'est-ce qu'on trouve? Les reprogrammations, peu importe qu'il y ait une augmentation de la puissance. Donc hop, on monte la puissance, c'est illégal. On reste sur la même puissance, mais à l'éthanol, c'est illégal. Peu importe ce qu'on fait, c'est illégal. Reprogrammer un moteur, donc toucher à son calculateur qui est juste là, c'est totalement interdit. Vous ne serez jamais dans la légalité. Ensuite, les boîtiers éthanol, donc qui viennent évidemment, qui viennent vous installer. S'il n'est pas homologué, c'est interdit, c'est comme les reprocs, comme tout le reste, vous n'avez pas le droit. S'il n'y a pas de certif, vous n'avez pas le droit. Et si ce n'est pas inscrit sur votre carte grise, même s'il est homologué et certifié, vous n'avez pas le droit. Il faut absolument que ce soit noté sur votre carte grise, c'est comme ça. Et pour ce qui est de mettre directement de l'éthanol dans son réservoir sans rien, eh bien ça, c'est totalement interdit aussi. Si on vient à faire un contrôle en cas d'accident très très grave, ils poussent vraiment le vis, ils vont voir, ils peuvent dire oui, mais l'éthanol modifie les performances, le véhicule ne fonctionne pas comme d'origine, je ne couvre pas cette personne parce qu'elle a mis de l'éthanol dans son réservoir, alors que sur sa carte grise, c'est marqué seulement essence. Bien évidemment, en ce qui concerne les boîtiers, on peut se dire, mais alors pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Alors parce que les boîtiers homologués, certifiés par l'État, plus le temps d'aller faire les papiers, déjà pour faire ça, là en bas, c'est un vrai casse-tête parce que la plupart du temps ça ne passe pas, c'est une galère. Pour avoir une personne certifiée, c'est plus cher. Pour avoir un boîtier homologué, c'est plus cher. Quand là, vous allez être dans les 300 à 400 euros avec une pause, hein, c'est possible. Moi, je l'ai fait j'étais dans les 400 ou 500 pour un 6 cylindres. Donc, plus vous êtes bas en cylindre, moins il y a de cylindres, plus c'est facile, donc c'est moins cher. Vous arrivez dans les 300 à 400 euros à trouver un boîtier qui n'est pas homologué ou qui n'a pas la certification ou autre, mais qui marche très bien sur votre véhicule dans ces prix-là. Alors que pour être ici, ça va plutôt être entre 700 et 1000 euros. Donc vous voyez déjà la différence entre homologué, certifié, tout ça, et pas l'homologation ou juste pas une certification de la personne qui vous la pose. Voilà, vous voyez, on passe du simple au double. Donc voilà pourquoi en fait les gens ne prennent pas ce genre de boîtier la plupart du temps, parce que l'État a une taxe de malade dessus. Voilà, on se doute bien, hein. Voilà, donc voilà pourquoi les gens ne font pas ça. Vous pouvez sûrement vous demander qui je suis pour vous dire ça par rapport à l'éthanol et est-ce que je suis vraiment légitime. Alors sachez que j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 voitures que j'ai passées moi-même à l'éthanol. Et ensuite, dans ma famille, quasiment tout le monde roule à l'éthanol. Donc j'ai quand même beaucoup d'informations là-dessus.
Et je me suis énormément renseigné sur les reprogrammations, les boîtiers, ou mettre directement de l'éthanol dans son réservoir pour évidemment savoir qu'est-ce qui était le mieux pour moi. Donc c'est pour ça que si je vous fais ce retour, c'est pour vous dire ce qu'il en est réellement. Alors mon Opel Astra, elle était préparée, voilà, elle avait 60 000 km quand je l'ai achetée, je l'ai fait reprogrammer et je l'ai vendue à 120 000. Alors elle n'a eu aucun souci. Les seuls problèmes que je pouvais avoir avec cette voiture-là, c'est qu'elle dormait dehors. Et du coup, l'hiver, même avec une reprogrammation, et il fallait que je lui fasse faire 2 tours de... Je mettais le contact, je tirais 2 fois, bam bam, je lâchais. Et je reprenais, et là elle démarrait. Parce que si je le faisais insister, elle faisait 3-4 tours et je n'aimais pas pour la batterie. C'est le seul problème que j'ai rencontré avec elle, c'est le démarrage à froid, je le sentais bien. Le Lexus et l'autre Lexus, les deux. Donc la CT c'est une petite, le RX, je l'ai encore, hein, lui, je l'ai encore en ma possession. Il est à 307 et je compte l'amener vers les 600. Donc eux, les deux ont des boîtiers. Aucun souci de démarrage avec, aucun souci à l'éthanol. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des moteurs hybrides, les deux. Voilà, les deux sont hybrides. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec un moteur hybride? Eh bien, il démarre et il stoppe tout seul. Donc, en fait, le problème de démarrage, on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne le sait pas. Donc, c'est impossible pour moi de le savoir. Il démarre tout seul, il coupe tout seul. Donc, j'ai aucun souci avec ça à ce niveau-là. Et c'est des boîtiers qui sont évidemment pas homologués parce que là-dessus, l'homologation est à plus de 1003, je crois, parce que c'est un 6 cylindres. Quant à elle, c'est le même moteur que la Prius. Et l'installation était dans les 300 €. Pareil, c'était un x2 ou un peu plus même pour mettre un boîtier homologué. Donc, ils n'ont pas de boîtier homologué. Zéro souci depuis tous ces kilomètres. Voilà. J'ai cassé un radiateur d'eau, mais ça n'a absolument rien à voir. La Lexus, zéro entretien dans tout ce temps-là. Voilà, juste fait les vidanges classiques, mais zéro. La C1, bon, je l'ai eu pas longtemps, elle, hein, je l'ai même pas gardé 10 000 km, donc je peux pas vous faire un retour de fou dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait zéro souci. Je l'ai pas eu en période d'hiver, donc je peux pas vous dire pour le démarrage. Aucun souci. Et ma Focus qui est là à l'heure actuelle, elle, je ne peux pas vous faire de retour dessus parce que j'ai cassé le moteur, mais qui n'a absolument rien à voir avec l'éthanol, puisque c'est la partie huile qui a largué. Et donc, je ne peux pas vous faire encore un grand retour dessus, mais on verra qu'il y a quand même plein d'informations à savoir. Alors, le cœur du sujet, les avantages et les problèmes. J'aurais pu mettre inconvénients, mais on va voir qu'il y a quand même des réels problèmes. Alors, l'avantage, évidemment, moi je roule avec, donc je peux vous le dire, c'est le prix. Voilà, ça c'est le prix actuel du 78, donc forcément on le paye quasiment 1 € moins cher. Donc ça c'est l'avantage extrême, d'ailleurs c'est pour ça que tout le monde veut passer à ça, et on verra après que le reste, les gens généralement ils s'en foutent. Donc évidemment le prix, forcément tout le monde est heureux, 1 € de moins c'est bien. Moins polluant, donc ça on peut quand même le noter, c'est vraiment quelque chose d'important pour la planète. Si on peut moins polluer tous à notre petite échelle, c'est quand même cool, même si ça c'est vraiment le dernier, j'aurais pu mettre tout en bas. Et ce qu'on retrouve comme avantage, surtout sur des moteurs préparés comme le mien par exemple, ce sont les températures qui seront plus basses dans les chambres. Pourquoi? Parce qu'on le verra après, comme il y a une surconsommation et qu'en gros on enrichit beaucoup plus, donc on envoie généralement 20% ou 15% en plus de carburant, et bien évidemment l'explosion elle sera plus froide. Quand dans l'habitude vous avez 500 degrés dans la chambre à l'explosion avec de l'essence classique, là en faisant une surconso, je vous donne des chiffres comme ça mais c'est à l'idée, hein, on descend à 450 degrés. Alors qu'est-ce qui se passe quand on descend de 50 degrés? Bon, il ne faut pas descendre trop bas évidemment, mais quand on descend un petit peu comme ça d'une cinquantaine de degrés, évidemment les pièces chauffent moins, l'huile est moins mangée, tout est moins mangé. Voilà. Donc c'est pour ça que l'avantage de l'éthanol c'est ça. Et ça, vous allez voir que ça peut se transformer en problème. Avec un seul paramètre, ça peut se transformer en réel problème parce que sinon tout s'inverse. Donc voilà, les avantages de l'éthanol, c'est ça. En réalité, il n'y en a pas bien plus, c'est surtout l'argent. L'argent, voilà. Le reste, ça, c'est pour les prépas, donc pour les gens qui ont des moteurs préparés. Mais bon, vous verrez aussi que quand même, si c'est bien fait, ces températures-là, même sur une voiture classique, c'est bien, ça évite les chauffes du moteur, même si vous ne forcez pas beaucoup avec. Les problèmes, alors là, c'est ici que tout le monde est vraiment intéressé et c'est là qu'on va vraiment découvrir qu'est-ce qui se passe avec l'éthanol. L'éthanol est miscible à l'eau. Alors on entend tout le temps, oui, faites gaffe, il faut pas mettre faut mettre toujours son réservoir à plein, il ne faut pas laisser la voiture dormir parce que c'est miscible à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire miscible? C'est qu'en gros, je vais vous mettre la photo à l'écran, si vous mettez de l'eau dedans et que vous le secouez, eh bien vous voyez celle à gauche, eh bien vous ne voyez plus l'eau dedans parce qu'elle est mélangée, donc elle est miscible avec l'éthanol. C'est-à-dire que l'éthanol et l'eau, ils se mélangent ensemble et vous ne pouvez plus le voir. Contrairement au SP98 par exemple sur votre droite, là vous mettez de l'eau dedans, vous secouez les deux, et bien l'eau va rester en surface. Et donc comme la pompe aspire par en bas, et bien si vous n'arrivez pas tout en bas de la réserve, vous n'aspirez jamais d'eau. Voilà. Donc ça c'est le problème, c'est miscible à l'eau. Sauf que qu'est-ce qui se passe avec ça?
c'est que tout le monde s'imagine que miscible à l'eau, ça veut dire que dans votre réservoir, vous allez avoir une tonne de flotte parce que vous n'avez pas mis beaucoup d'éthanol. Mais en fait, pas du tout. Le réservoir, il est fermé, c'est scellé. Et la seule chose qui peut vous faire rentrer de l'eau à l'intérieur, c'est la condensation. Mais la condensation, c'est l'eau qui est dans l'air qui se retransforme en gouttelettes et qui tombe dans votre réservoir. Ça, c'est la seule manière de faire rentrer de l'eau dans le réservoir. Sinon, il est percé et de toute façon, c'était foutu. Voilà, c'est tout. Donc, le truc de miscible à l'eau, ça, c'est un peu une histoire qui vaut rien. Parce que franchement, si vous avez 5 gouttelettes dans votre réservoir, vous pouvez l'aspirer, ça ne va pas faire exploser votre moteur, rien du tout. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment caduc. C'est vrai que c'est miscible à l'eau, mais c'est vraiment le cadet de nos soucis. Le plus chiant pour tout le monde, c'est quoi? C'est ça, le démarrage à froid. Alors ça, c'est sûr et certain, c'est le truc le plus chiant, surtout quand on descend en négatif. Jusqu'à 0, franchement, moi dans le garage, des fois j'ai 4 ou 5 degrés, ça fait absolument rien. Il y a des voitures qui ont des bonnes bougies, qui ont des choses qui sont toutes neuves et du coup ça ne le fait jamais. Par contre, dès que vous avez des pièces qui commencent à fatiguer, les bougies un petit peu ou quoi, là vous commencez à sentir un peu de difficulté à démarrer. Alors comment on fait pour pallier ça? Soit vous remettez un peu d'essence dedans pour augmenter le taux d'essence, même s'il y en a quand même 15% minimum d'essence dans l'éthanol, vu que c'est du E85, vous avez au minimum 15% d'essence dedans. Et l'hiver, ce taux varie un peu, il le monte aussi, pour éviter les problèmes de démarrage. Mais si vous avez quand même des problèmes de démarrage, vous pouvez rajouter 5 litres pour combler ce manque. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc le plus chiant, c'est les démarrages à fond. Le réel problème de l'éthanol, c'est la surconsommation, et c'est ça en réalité qui arrive à certains moteurs et qui les font casser. Pourquoi? Alors on va prendre un truc très simple. Votre voiture, elle tourne d'origine avec du SP98 ou 95, c'est pareil, mais voilà, elle tourne à l'essence. L'essence, donc elle est dans un réservoir comme ça, avec une petite pompe, voilà, qui pousse jusqu'à un injecteur. Voilà, vous avez votre injecteur là. Et ici, vous avez un débit de carburant. Voilà, ça c'est ça. Le principe classique, c'est ça. Vous avez une pompe dedans, en fait, elle est dans le réservoir, souvent à l'arrière, sous le siège. Elle envoie de la pression et elle le donne à l'injecteur. Voilà, suivant la demande. Un injecteur à l'essence, il travaille normalement, s'il est bien réglé pour votre voiture, entre 60 et 80%. Voilà, ça c'est son usage classique. Les injecteurs, c'est pas comme un robinet d'eau, quand on l'ouvre, il n'ouvre pas à 100%. Il ne faut pas, pourquoi? Parce que 100% d'utilisation, il va chauffer. Il est fait pour travailler entre 60 et 80. En dessous, c'est trop peu, ça veut dire que l'injecteur est trop gros pour ce qu'on lui demande, et au-dessus, il est trop petit. Sauf que l'éthanol, il demande entre 15% et 20% en plus. Donc, lui, il peut s'adapter, c'est-à-dire qu'il est capable de varier sa charge tout seul. Il a des plages d'utilisation. Vous voyez, en gros, un injecteur, il a une plage d'utilisation, voilà. On lui met du 98, imaginons, il est par là, sur certaines voitures, et vous lui demandez 20% en plus, s'il tournait dans les 60, il est capable de réguler tout seul l'éthanol ici, et donc encore, vous voyez, il y a encore de la marge, et là vous n'aurez aucun souci. L'éthanol est complètement nickel avec votre voiture, c'est ce qu'on remarque souvent sur les Toyota, il n'y a besoin de rien changer, parce qu'au final, les injecteurs travaillent très bien avec l'éthanol sans rien, sans reprog, sans rien. Donc vous voyez, ça c'est la plage d'utilisation. Maintenant, sur une voiture qui n'est pas faite pour, et où vous n'avez pas mis un bon boîtier, où la reprogrammation a été mal faite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toujours votre courbe comme ça, là, avec votre plage d'utilisation. Votre injecteur à l'essence, il est déjà à 90%. Voilà. Là, il travaille à 90% à l'essence. Voilà. Et là, vous lui dites, je vais mettre de l'éthanol, tiens. Et maintenant, l'éthanol, il faut qu'il enrichisse 20% en plus. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez être ici, à la limite, et encore vous êtes en négatif. C'est-à-dire que peut-être que même l'injecteur, il devrait en vrai fonctionner à genre 110%. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? En fait, c'est sous-dimensionné, c'est-à-dire que l'injecteur, il n'arrivera pas à envoyer assez d'éthanol pour avoir la même combustion qu'à l'essence. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? L'injecteur, il va chauffer. Votre chambre qui est ici, avec votre piston, là, tac, voilà, ici, avec ces segments qui est ici, là, l'explosion, elle va pas être bonne, donc il va faire trop chaud. Si tout à l'heure on avait dit 500 degrés, là imaginons ça monte à 600, c'est pas bon, les flammes là elles vont commencer à abîmer les segmentations, elles vous mangent beaucoup plus d'huile que prévu, et donc ça finit par bousiller votre moteur parce que tout chauffe. Mais en fait ça on aurait pu le combler dès le départ, soit en ayant une bonne reprogrammation et en voyant que l'injecteur il était capable d'encaisser ou pas, soit s'il n'était pas capable, il suffisait juste de changer les injecteurs, de mettre plus gros, et de faire sa reprog derrière. Donc en fait, c'est juste comme ça que ça fonctionne. Par exemple, sur cette voiture-là, d'origine, elle avait des 440 cc, donc centimètres cubes. Elle avait 440 cc, c'était la taille de ses injecteurs.
Quand je suis passé en reprogrammation à l'éthanol et que je lui ai demandé une plus grande puissance, non seulement j'ai augmenté la puissance, donc il fallait plus de débit de carburant, mais en plus de ça, j'ai demandé à la voiture de passer à l'éthanol, donc 20% de conso en plus. Et du coup, qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? Bon là c'est extrême, hein, mais c'est pour vous montrer le débit. On a été obligé de mettre des 1000 cm3 pour pouvoir pallier à ça. Moi j'ai aussi dû carrément changer la pompe pour augmenter le débit, parce qu'elle avait besoin, mais c'est parce que j'ai fait une reprogrammation de puissance. Si vous êtes dans le classique, généralement votre pompe est capable de débiter 20% de plus sans aucun souci d'origine. Donc voilà la grande différence. Les grands problèmes de surconso, en fait, c'est ça. Ça fait péter vos moteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens, soit ne changent pas leur injecteur, soit ils mettent directement dedans et en fait, l'injecteur n'était pas capable dans sa plage de travailler bien, ou alors ça a été très mal fait, et en fait c'était capable, mais la cartographie est mal faite ou pas, et en fait vous êtes tout le temps en train de faire chauffer votre moteur trop, et au bout d'un moment ça finit par casser. Voilà en réalité les seuls problèmes de l'éthanol, c'est ça. Alors évidemment la surconso en plus de ça, sans parler des casse moteurs si c'est bien fait, ça reste un désavantage énorme hein, forcément, parce que par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, sur mon Lexus je faisais du 8,9 litres au 100. Là, à l'heure actuelle, je suis quasiment à 12 litres. Voilà, ça c'est l'augmentation que j'ai à l'éthanol. Bon, après, je suis à 1 euro de moins, hein, donc évidemment, je m'y retrouve, mais c'est quand même pour vous dire. La Ford qui est là, je ne peux pas vous donner le stat exact parce que je ne l'ai pas, mais de ce que j'ai pu remarquer avec des puissances comparables, à l'éthanol, on passe en gros de 14 litres voilà, à un fonctionnement normal. Moi, je suis à 18 litres. Bon, après, comme c'est une voiture de sport, on ne peut pas vraiment prendre ces chiffres, mais c'est pour vous donner une idée. Voilà, donc vous voyez, là, on a pris quasiment 4 litres. Là, on prend un peu plus de 3 litres. Ensuite, on avait ma CT, la CT200H. Elle faisait, si je ne me trompe pas, 5 litres 4, quelque chose comme ça. 5,4 litres quand j'étais à l'essence. Et quand je l'ai reprogrammé, j'étais presque à 7 litres. Je suis monté à 6 litres 9 de mémoire. Voilà, sans vous dire de bêtises. Donc elle, c'est ce qu'elle consommait en gros. Bon après, j'étais encore ultra rentable, hein, mais c'était vraiment pour vous dire voilà la différence que vous avez avec ça et l'éthanol en général, c'est ça. Donc après, est-ce que l'éthanol c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Alors moi, à titre personnel, par exemple pour une voiture reprogrammée comme la mienne, où je vais vraiment chercher de la performance, je n'ai pas le choix de mettre de l'éthanol. Pourquoi? Parce qu'en fait l'éthanol, on ne va pas rentrer dans les détails du taux d'octane, tout ça, mais en gros si vous voulez, déjà, comme je l'ai dit, au niveau des températures, je suis plus bas et quand on a un moteur préparé avec un turbo qui souffle plus fort, baisser les températures, ça m'aide. Mais qu'est-ce qu'il y a non seulement de plus intéressant avec l'éthanol, c'est que ma voiture, à l'essence, elle sortait quelque chose comme 460 chevaux, je crois. Si je ne me trompe pas au banc, on sortait quelque chose comme ça comme puissance à l'essence. Comme le taux d'octane n'est pas le même avec l'éthanol et qu'on peut se permettre d'aller chercher des plus grosses performances avec des températures moindres, et ben on arrive là à l'heure actuelle à 504 chevaux, alors que c'est exactement les mêmes pièces. En n'ayant modifié aucune pièce, juste en passant du samplon 98 qui me sort 460 à le 85, j'arrive à 504. Vous voyez, il y a 40 chevaux d'écart avec juste en changeant le carburant sans changer aucune pièce. Donc voilà pourquoi moi je mets ça dans ce genre de véhicule. Après, pourquoi je le mets dans mes véhicules communs? Parce que je fais 110 km par jour pour aller au travail. Voilà. Donc évidemment, en faisant autant de kilomètres, je fais plus de 40 000 km à l'année généralement, en comptant les vacances. Donc voilà, vous faites votre calcul, hein. Vous enlevez 1 euro par litre, sachant que le plein par exemple de cette voiture ou de mon 4x4, c'est généralement 54 litres. Ben voilà. Vous faites le calcul si vous le souhaitez et vous allez voir l'économie que je fais. Alors même si en 20 ans ou dans 30 ans ça casse mon moteur, chose qui n'est pour l'instant jamais arrivée sur aucune de mes voitures, hein, je tiens à le dire pour l'instant, mais comme je vous ai dit, je n'ai pas non plus fait des stats énormes. Là moi je n'ai jamais cassé mon moteur. J'ai parlé avec des gens dans les commentaires qui ont des Prius, voilà c'est une voiture qui adore l'éthanol. Toyota, hein, de toute façon c'est des boss. Il avait 500 000 km voilà, d'utilisation, c'est un taxi, hein. Donc il l'utilise tous les jours. 500 000 km d'utilisation avec le voyant moteur. Donc lui, il avait un voyant parce qu'il n'a pas fait de reprog et sa voiture fonctionne très bien. Donc vous voyez, il y a des voitures aussi qui l'acceptent totalement sans aucune reprogrammation en ayant carrément le voyant moteur. Donc l'éthanol, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est à vous de juger. Moi, je ne peux pas être à votre place. Il faut juste réfléchir. Mais sachez que dans tous les cas, en fait, vous avez vu, si vous n'avez pas un boîtier homologué ou une voiture flexible, c'est illégal. Donc
Est-ce que vous préférez rouler dans l'illégalité moins cher? Est-ce que vous préférez être plus safe? Ça, c'est à vous de voir, c'est vous qui jugez. Mais voilà, je vous ai donné les grandes lignes de l'éthanol. C'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'éthanol? Donc déjà, il faut choisir de base, est-ce qu'on veut être totalement dans la légalité ou est-ce qu'on s'en fout et on veut aller dans l'illégalité? Parce que de là, il y a deux chemins, comme on l'a vu tout à l'heure, qui partent. Donc ça, c'est la base à savoir. Si vous voulez faire votre choix, choisissez légal ou illégal. Comme on a vu, illégal non plus, c'est pas la mort. Hein. C'est pas illégal comme si vous allez chercher votre pain avec un fusil d'assaut. Hein. Rien à voir. Mais voilà, à savoir quand même que vous pouvez être embêté si vous êtes dans cette zone-là. Ensuite, une fois qu'on est ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut une reprog. On peut sortir une reprog, voilà, mais on a vu qu'il fallait qu'elle soit bien faite. On peut prendre un boîtier, voilà, c'est le truc qui s'adapte le plus simple et le moins cher. Et ensuite, on peut le faire sans rien. Mais là, par contre, attention à s'assurer que sa voiture, elle a les bons injecteurs. Et ça, c'est sur les forums que vous le saurez. Il faut savoir si elle a les bons injecteurs, elle est capable sans rien, même le rôle voyant moteur, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle peut encaisser sans aucun souci? Donc voilà. Et après, si vous voulez du légal, le mieux, bah, c'est le flex fuel d'origine. Hein. Donc là, vous avez des voitures qui sont certifiées, vous êtes tranquille. Et sinon, bah, c'est boîtier homologué. Boîtier homologué. Mais il faut s'assurer évidemment que la personne est tout fait. Et puis, il faut aller à la NTS. Et puis, il faut noter sur la carte grise. Il y a plein de démarches à faire pour le boîtier. C'est pour ça que les gens ont carrément abandonné cette idée de boîtier homologué. Parce que c'est un véritable enfer. Donc voilà, en conclusion, pour faire votre choix, choisissez la légalité. Et donc, le mieux, c'est le flexuel, hein, évidemment. Après, sinon, c'est boîtier homologué. Mais là, c'est légalité, mais rempli d'emmerdes pour arriver jusqu'à ton stade, mais une fois qu'on y est, on est tranquille. Ou l'illégalité, là les reprog, bah, c'est ce qu'il y a de, on va dire, moins cher. Enfin, c'est kiff-kiff avec les boîtiers. Mais au moins, là, généralement, c'est plus fiable. Si c'est bien fait, c'est plus fiable. Après, vous avez les boîtiers, c'est très fiable aussi. Mais c'est moins qu'une reprogrammation extrêmement bien faite. Et rien, c'est vraiment le plus gros des dangers que je ne conseille absolument pas. Donc voilà, maintenant faites votre choix, vous roulez comme vous voulez, mais sachez que en tout cas, l'éthanol, c'est 1,79 le litre. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête, avec 20% de surconso. Donc il faut quand même faire vos calculs, parce qu'en réalité, ça ne fait pas 1 euro en moins. Si on fait les 20% en plus, on se rapproche plutôt des 1 euro et quelques. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt, c'était Street Wild.